Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct, votre rendez-vous avec l'information en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec à la une ce soir le retrait de la candidature de Sophie Cluzel. Elle ne portera pas de liste La République En Marche. Elle soutient Renaud Muselier. La réaction du président sortant de la région PACA dans ce journal. S'attend-il à se voir retirer son investiture par LR? Du coup, vous l'entendrez. Vous entendrez également Thierry Mariani, tête de liste Rassemblement National. C'est tout chaud également. La préfecture des Alpes-Maritimes interdit la manifestation pro-Palestine qui devait se tenir demain à Nice. Là aussi, reportage et réaction dans cette édition. Enfin, le week-end de l'Ascension, les touristes sont au rendez-vous. Nous irons à Hyères, les plages sont bondées. Nous parlerons de la reprise de l'activité également en plateau avec Christophe Souk, qui est le vice-président de l'UMI dans les Alpes-Maritimes. Voilà pour ce qui vous attend dans cette première partie du Grand Direct. On se retrouvera évidemment après 18h30 pour la deuxième partie de cette émission. Nous allons commencer ce soir avec la politique et cette annonce de Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Elle ne sera pas candidate en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elle soutient Renaud Muselier. Pour elle, la liste de Renaud Muselier, le président sortant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, fait preuve d'ouverture et va dans le bon sens, ce qui évidemment ne manque pas d'énerver les cadres des Républicains, y compris dans notre région et sur la Côte d'Azur. Éric Ciotti, David Lisnard, qui ne feront pas campagne pour Renaud Muselier. Du coup, la question que nous lui avons posée cet après-midi à Renaud Muselier, est-ce qu'il s'attend à se faire retirer l'investiture qu'il avait regagnée auprès du parti Les Républicains en début de semaine dernière? Sa réponse. Écoutez, ils feront ce qu'ils ont à faire. Voilà. Moi, j'ai ma liste, elle est solide. J'ai des plus-values conséquentes, quelles que soient leurs couleurs, leurs appartenances, leurs origines. Ils sont d'ici, ils passent leur temps ici. Ils sont des élus locaux. Et donc, on va travailler comme ça. D'accord. Et en ce qui concerne les sondages, vous avez vu que les derniers sondages donnent le Rassemblement National en tête au deuxième tour, cette fois-ci pour la première fois. Est-ce que vous pensez que les bisbilles un peu entre les LR a pu contribuer justement à faire monter le Rassemblement National? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Rassemblement National, dans tous les sondages qui sont sortis, est monté entre 3 points et 5 points dans l'ensemble de la France. Et quand vous avez un sondage qui se fait au moment où je suis quand même dans l'œil du cyclone, et au moment plus grave quand même, où il y a l'assassinat de ce policier à Avignon, c'est sûr que mécaniquement, ce n'est pas tellement favorable au sondage. Mais quand vous allez plus loin quand même, vous remarquerez que 60% dans ce même sondage pensent que mon bilan est très bon. Et vous remarquerez aussi que la structure de ma candidature dans la totalité de la population est très forte. Voilà, Renaud Muselier en toute fin d'après-midi à Marseille, après avoir présenté la composition de ses listes. Marseille également ce matin, où était Thierry Mariani pour parler spécifiquement de la liste qui mènera les couleurs du Rassemblement National dans les Bouches-du-Rhône. Thierry Mariani au micro de Thomas Bernabé, qui a donné lui aussi son analyse sur le retrait de Sophie Cluzel. Écoutez-le. D'abord, j'ai l'impression qu'on lui a demandé de quitter. Voilà, ce qui est un peu, si vous me permettrez, indélicat, inélégant. On a l'impression que cette personne qui a des compétences a été utilisée un peu comme un Kleenex qu'on enlève et qu'on finit par dire finalement reste ailleurs. Voilà, ensuite, quel était l'accord très hypocrite qui avait été décidé au siège des Républicains? C'était pas de ministre, pas de député sur la liste En Marche sur la liste de M. Muselier. Mais regardez ce qui sont arrivés. Ils sont aussi à En Marche. Un maire, c'est un politique. Un responsable du cabinet, par exemple, de Mme Vidal, qui, comme vous le savez, est ministre dans le gouvernement de M. Macron, c'est un poste politique. Et j'ai vu qu'il y avait même des représentants départementaux d'En Marche. Donc il est évident qu'aujourd'hui, cette liste, même si on vous dit la région d'abord, c'est d'abord les combinaisons parisiennes d'abord.
Voilà, Greg Monetti, c'est le candidat qui est chef de cabinet de Frédérique Vidal, le maire de la Roque-d'Enterron aussi, Jean-Pierre Cyrus, qui est En Marche, et Bertrand Mas-Fraissinet, qui est responsable En Marche dans les Bouches-du-Rhône. Voilà les trois responsables auxquels faisait référence Thierry Mariani il y a quelques secondes. On vous donnait déjà ces noms hier, bien avant la présentation officielle de la liste par Renaud Muselier. Une dernière réaction à vous communiquer, celle du candidat écologiste de l'Union de la gauche, d'une partie de la gauche, Jean-Laurent Félicia, le Varois, par voie de communiqué, qui s'est exprimé là aussi sur son ressenti. Les habitants de PACA méritent mieux que ces pathétiques effets de scène où les positions éligibles comptent plus que les projets où l'on retourne les vestes, change d'étiquette politique et de conviction. Ces négociations entre LR et LREM sont un jeu de dupes qui a bien du mal à cacher le mauvais bilan de Renaud Muselier et de sa cogestion avec le RN. Cogestion parce que dans l'opposition, il n'y avait que des élus RN. Voilà pour cette page politique consacrée donc aux élections régionales du 20 et 27 juin prochain. L'autre actualité de ce vendredi, ce sont ces manifestations pro-Palestine qui sont organisées dans notre région. Vous savez que la tension est très forte au Moyen-Orient entre Israël et les Palestiniens, notamment dans la bande de Gaza. La manifestation niçoise vient d'être interdite, manifestation qui était programmée demain après-midi. Elle est donc interdite. Reportage et explication d'Alexis Ricard. La manifestation en faveur de la Palestine, prévue demain place Garibaldi, sera interdite par la préfecture des Alpes-Maritimes. Une décision qui fait suite aux demandes du maire de Nice Christian Estrosi et du député Éric Ciotti. La mairie invoque les débordements de précédentes manifestations. Avec Christian Estrosi, nous défendons le droit d'Israël à la légitime défense face aux attaques terroristes. Et nous rappelons qu'en 2014, des manifestations du même type à Nice, comme à Paris, avaient conduit à des troubles d'ordre public importants. Je suis attaché à la liberté de manifestation, peut défendre dans un contexte moins tendu ses convictions. Mais aujourd'hui, le contexte international est tel que cette manifestation est en réalité une provocation. Pour les associations et militants, l'argument ne tient pas. Cette interdiction est une atteinte à la liberté d'expression. Il me semble que la France est toujours une démocratie dans laquelle les opinions plurielles ont encore le droit de se manifester et de manifester. Il serait absolument inacceptable, absolument grave pour les principes démocratiques de notre pays que cette manifestation elle soit interdite. Alors invoquer des faits qui se seraient produits en 2009 et qui certes sont d'une extrême gravité pour interdire une manifestation en 2021, je trouve qu'il y a quand même un petit problème de cohérence dans l'argumentaire qui est déployé par Éric Ciotti comme par Christian Estrosi. D'autres manifestations pro-Palestine ont été interdites comme à Paris. À Marseille, un rassemblement statique est autorisé derrière la mairie. Cette histoire à présent, celle d'un braquage hors norme à Nice, un bijoutier. Le temps de sa pause déjeuner a été dévalisé. Il a perdu tous les bijoux qui étaient dans sa vitrine. Et vous le voyez sur ces images, les braqueurs sont passés par le plafond. Reportage de Sébastien Serrano. Il s'est remis au travail. Philippe Leroux, bijoutier depuis près de 50 ans, pensait avoir tout vu au cours de sa carrière. C'était sans compter sur l'histoire rocambolesque qu'il a vécue lundi midi. Parti déjeuner avec la responsable de sa boutique de la rue de France à Nice. À son retour, Philippe ne peut que constater les dégâts. Il a été victime d'un cambriolage. Donc en revenant de déjeuner, vers 2h, 2h05, je suis rentré dans le magasin. J'ai constaté qu'effectivement, il n'y avait plus un seul bijou en or dans la vitrine. Comme les portes étaient fermées, les portes blindées sont fermées, la grille est fermée, je me suis posé la question par où ils étaient passés. Et effectivement, quand vous arrivez dans cette pièce-là, vous apercevez d'ailleurs au plafond un magnifique trou. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, le mec, comment est-ce qu'il a pu faire pour creuser une dalle de béton? Il lui a fallu au moins une semaine à travailler quand, je ne sais pas, parce qu'on n'a entendu aucun bruit. Après, quand il a eu fini de faire son trou, que le trou était opérationnel, il a juste eu besoin de donner un coup de pied sur le faux plafond qui s'est écroulé, descendre l'échelle, et je vous dis, ça a demandé 3 minutes. 3 minutes, c'est donc le temps qu'il a fallu aux cambrioleurs pour s'emparer de la plupart des bijoux exposés en vitrine, le tout en plein jour. Chez les commerçants voisins, personne ne pouvait s'imaginer ce qu'il se passait à quelques mètres de là. C'était un jour comme les autres. Entre midi et 2, le monsieur est parti normalement
prendre sa petite pause pour le déjeuner. Nous, on n'a rien vu, c'était vraiment le calme quotidien. C'est pire qu'hallucinant, hein. Les gars étaient plus que bien renseignés, hein, parce qu'il faut le faire quand même. Passer un portail, prendre une échelle, et prendre des outils, casser le plafond, c'est rare. C'est en cassant le sol d'un appartement non occupé au-dessus de la boutique que les malfaiteurs ont pu réussir leur coup. Un cambriolage digne des plus grands films. Un triste scénario pour ce bijoutier azuréen qui estime le préjudice entre 150 000 et 200 000 euros. Et après la stupéfaction, vient l'heure du bilan. Il y avait au moins 300 bagues, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, des chevalières, enfin tout ce qui est bijoux qu'on vend dans une bijouterie. Pour faire une bague, il faut une journée et demie. Hein. Il y en avait quand même 600. Donc ça fait une dizaine d'années de travail foutu en l'air, quoi. Le parquet s'est saisi de cette affaire, l'enquête est en cours mais les pistes sont minces. Il faudra du temps pour faire toute la lumière sur ce cambriolage hors du commun. Voilà, sacré mésaventure et cambriolage hors norme. Et effectivement, pour l'instant, aucune piste sérieuse. Cambriolage qui s'est déroulé lundi. Avec ce trou donc, dans le plafond, les cambrioleurs qui sont passés par l'appartement du dessus. À Marseille, mauvaise surprise pour tous les acteurs qui étaient mobilisés autour de l'organisation du concert test du 29 mai, retoqué par le gouvernement. Alors, pour des raisons plus ou moins obscures, on en parlera avec Jean-Marc Coppola dans un instant, et vous le voyez, Akhenaton, qui devait être sur scène avec son groupe IAM, est ulcéré par cette décision. Donc le 29 mai, au Dôme de Marseille, il devait participer à ce concert test. On va lire ensemble les mots d'Akhenaton. C'est pas une histoire de faire Paris contre Marseille, on n'est pas du tout dans ça. Au contraire, si nos amis de Paris arrivent à le faire, tant mieux pour eux. Mais on a des questionnements. Pourquoi ce n'est pas autorisé? Pourquoi on attend toujours la dernière minute? On a de vrais questionnements sur la culture au final, parce que dans le même temps, le concert parisien, lui, est autorisé. Alors je vous propose d'écouter la réaction de Jean-Marc Coppola, qui est l'adjoint à la culture à la mairie de Marseille, qui lui ne baisse pas les bras, même s'il est assez remonté. Je pense que la porte n'est pas fermée, dans le sens que la décision n'a pas été motivée ni argumentée pour refuser le concert test à Marseille. Il a fallu que j'aille à la pêche aux informations. D'abord au cabinet de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, qui dit qu'au contraire, le ministère de la Culture est intéressé par le concert test de Marseille parce qu'il est différent et complémentaire de celui de Paris. Il part de la vie réelle et il semblerait que ce soit le ministère de la Santé, Monsieur Olivier Véran, qui ne veut pas prendre trop de risques. Je n'en suis pas resté là puisque nous sommes allés justement aux informations du côté du cabinet du Premier ministre qui ignorait qu'il y avait beaucoup de sécurité dans le protocole sanitaire, dans le sens qu'ils ignoraient que les étudiants bénévoles de Aix-Marseille Université étaient choisis sans comorbidité, ni eux, ni leur entourage. C'est un élément, je ne sais pas si M. Véran et ses services avaient vérifié cela, mais je considère que le test scientifique sous forme de concert à Marseille est beaucoup moins risqué que celui de Paris, où ils sont 5000, puisqu'il n'y a que 1000 personnes à Marseille, dans une salle qui en contient normalement 8500. Voilà la colère sourde, mais qui est là, de Jean-Marc Coppola. Les 1000 étudiants dont il parle, c'est les 1000 étudiants qui étaient sélectionnés pour être spectateurs, bien sûr, pas bénévoles dans l'organisation, mais spectateurs, donc sans comorbidité, et sans comorbidité non plus autour d'eux. Voilà donc pour ce concert test qui, a priori, n'est pas totalement enterré quand même, si on écoute l'adjoint au maire en charge de la culture. Le week-end de l'Ascension bat en plein dans notre région, nous en parlions mercredi déjà, beaucoup de monde dans le Var, les plages sont prises d'assaut, les hôtels affichent complet. Illustration à hier avec ce reportage de Marion Colangelo. Hôtel Bord-Laetitia, bonjour. Pour le week-end prochain, samedi et le dimanche, je suis désolée, le samedi on est complet, je n'ai plus de chambre. Depuis 2 semaines, le téléphone n'arrête pas de sonner à la réception de cet hôtel hiérois. Les réservations se sont enchaînées et pour ce week-end de l'Ascension, c'est bien évidemment le carton plein. On est à 100%, on a noté
vraiment une énorme augmentation des coups de fil pour les résas depuis 15 jours maintenant. On savait qu'on allait être complet. En fait, les gens réservent pour deux choses. Ils réservent pour les premiers week-ends. Ce sera la même chose le week-end prochain, on sera complet aussi. Et puis d'autres personnes appellent pour commencer à organiser leurs vacances d'été ou d'ailleurs certaines semaines entre fin juillet et début août, on est complet aussi. Le soleil et la chaleur ont décidé d'être de la partie pour ce pont de 4 jours. Un soulagement pour les hôteliers, mais aussi pour les vacanciers. Sur cette plage, beaucoup de touristes venus de toute la France. La fin de la limitation des déplacements à 10 km leur permet de profiter du soleil et de l'air marin. Il y a une résidence secondaire dans le sud, donc ici, et on en profite. Voilà. On profite du soleil, du beau temps, de la mer, de se déconfiner un petit peu et puis surtout, voilà, on a pu emmener nos petits-enfants avec nous. On prend l'air, oui, c'est une des premières sorties possibles pour nous, étant donné qu'on est resté pendant plusieurs mois sans bouger. Donc c'est bien agréable d'être ici. Même si les restrictions sanitaires sont toujours strictes et le couvre-feu en vigueur, on préfère relativiser. C'est embêtant de ne pas pouvoir aller boire un coup en terrasse quand il fait ce temps-là. Et puis le couvre-feu à 19h, il aurait été reculé à 21h pour l'Ascension, ça aurait été quand même un peu plus agréable. Mais bon, on va pas se plaindre, on est en vacances. Un avant-goût de liberté en ce week-end de l'Ascension. Prochaine étape du déconfinement le 19 mai prochain, avec notamment la réouverture des terrasses de restaurants. Voilà pour ce reportage donc dans le Var, l'ouverture des terrasses de restaurants. Eh bien, nous allons en parler avec le premier invité de ce grand direct. Bonsoir Christophe Souk. Bonsoir. Merci d'être là, vice-président de l'UMI dans les Alpes-Maritimes, l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie. Vous êtes vous-même restaurateur, propriétaire de bar. J'imagine que vous vous languissez d'être mercredi. On l'entend, les touristes regrettent de ne pas pouvoir se poser en terrasse. Exactement. On est même très fébrile, parce qu'on a l'impression de ne plus connaître notre métier. On ne sait même plus si on sait faire. On ne sait même plus si on va avoir les stocks. On ne sait plus pas si on va avoir le personnel. On ne sait pas si on va être prêt. Le gouvernement nous a sorti de sa poche des histoires de QR code avec des cahiers d'inscription pour l'entrée. Alors, cahier d'inscription, on l'avait vu la dernière fois. Mais maintenant, on a un QR code pour que les gens avec tous anti-Covid, mais surtout anti-Covid, c'est pas prêt. On est un peu fébrile, honnêtement. Alors, c'est marrant que vous disiez ça parce qu'on va voir un reportage là ensemble tout à l'heure consacré aux wedding planners qui eux aussi ont constaté quelques incohérences, les organisateurs de mariage, dans le protocole. Avant de parler de ce qui risque de bloquer, est-ce que la profession est prête dans les Alpes-Maritimes pour mercredi? Je rappelle qu'à partir du mercrredi 19, on pourra s'installer en terrasse. Uniquement en terrasse. Une jauge de 50%, et certaines municipalités, comme celle de Nice, parce que je vais parler celle de Nice... On va entendre Christian Estrosi. Oui. Voilà, a permis à ce qu'on puisse avoir des extensions gratuites de terrasses temporaires, juste le temps de la réouverture pour cet été. Donc, alors, oui, on est prêts, nous, les patrons, on est prêts. On court un petit peu après les employés, très honnêtement. Ah bon? On a tous perdu une partie de notre masse salariale. Pourquoi? Parce que certains, c'est un métier difficile. Donc certains ont visé d'autres métiers entre-temps. Certains ont trouvé que c'était un petit peu long. On a eu quand même une première période de 4 mois, une deuxième période de 6 mois. Donc effectivement, les gens commencent à réfléchir et à se dire, est-ce que je vais rester vraiment à 80% de mon salaire ou est-ce que je vais essayer de trouver un autre métier? Donc on a plutôt un petit problème sur les salaires. C'est les salariés. Pardon. Oui, donc ça on va y revenir aussi parce que c'est un élément important et on les comprend aussi parce qu'eux aussi étaient dans l'attente. Je voudrais qu'on écoute Christian Estrosi, le maire de Nice, qui justement va donner des autorisations temporaires pour les terrasses. Les restaurateurs possédant déjà une terrasse auront la possibilité, si la configuration le permet, de demander une extension de terrasse jusqu'à la fin de la saison estivale, le week-end du 28 août. Cela est conditionné au respect des gestes barrières et des mesures sanitaires. À défaut, l'autorisation exceptionnelle sera retirée. Nous avons vu l'été dernier des comportements inadmissibles de la part d'une minorité où j'ai dû prendre des mesures de fermeture administrative. Nous serons tout aussi intransigeants pour ceux qui auront bénéficié de ces mesures et qui ne respecteront pas les mesures barrières imposées.
Avant de vous faire réagir, Christophe Souk, un mot de Marseille qui prend la même mesure, hein, des autorisations permanentes, enfin pas permanentes, donc provisoires, seront aussi délivrées pour les restaurants marseillais, vous le voyez, et donc des terrasses provisoires, là aussi sur une période assez longue pour assurer cette réouverture et combler, si possible, le manque à gagner de ces derniers mois. Ça sera difficile. Christophe Souk, on a entendu Christian Estrosi mettre en garde aussi les quelques mauvais élèves. Il y en avait eu, une minorité, il l'a dit. Vous serez vigilant, vous aussi, à l'UMI, pour que tout le monde respecte. C'est un mot qu'on avait passé dans le passé, et ce coup-ci qu'on va répéter. Bon, très honnêtement, je pense que les vilains petits canards ont été bien punis sur le dernier confinement. Ils n'auront pas envie de recommencer. Voilà, ils n'auront pas envie de recommencer pour ceux qui vont pouvoir ouvrir, puisqu'en fait, il y a des punitions administratives qui vont démarrer seulement à la réouverture de l'établissement. Donc, c'est-à-dire il y a certains établissements qui ont été punis, qui vont devoir fermer pour la reprise de cet été. Heureusement qu'il y a quelques mesures encore de soutien jusqu'à la fin de l'été. Alors justement, tout le monde est content, on va pouvoir se réinstaller en terrasse, mais vous l'avez dit, la jauge à 50%, ce qui pose la question aussi de ceux qui n'ont pas de terrasse, forcément. Financièrement, comment vont les bars et les restaurants ? Écoutez, je vais vous faire une comparaison un peu grossière, mais imaginez que vous soyez resté une fois 4 mois, une fois 6 mois sans salaire, à devoir continuer à payer votre loyer et à devoir payer votre téléphone, votre électricité, vos abonnements, vos charges fixes, et qu'on vous dit, voilà, maintenant, il faut ressortir encore de l'argent de votre poche pour réouvrir. Je peux vous garantir que tout le monde est à sec. Alors même s'il y a eu les fameux PGE nous ont permis d'éviter d'être en défaut de paiement pendant cette période-là. Par contre, on est tous à sec. On a tous des trésoreries qui sont en souffrance. Donc, les plus solides vont pouvoir réouvrir avec ces fonds de trésorerie, et il va falloir très rapidement réussir à refaire de la trésorerie sur le mois de juin, juillet, août. Et étaler le fameux PGE là dont vous venez de parler, parce que c'est un combat aussi. Voilà, alors là c'est un combat qu'on a avec l'État, parce que non seulement, comme vous disiez, vous le rappeliez, on a 50% des terrasses jusqu'au 9 juin, il va falloir tenir, et 50%, par définition, on sait qu'on n'est pas rentable. C'est-à-dire que nous savons déjà qu'on va perdre de l'argent sur ces 3 semaines de réouverture. On a un espoir à partir du 9 juin, parce qu'effectivement, les terrasses seront à 100% et les intérieurs à 50%. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'on va pouvoir retrouver une trésorerie. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir regagner de l'argent. Donc nous allons être très vigilants avec l'État pour être sûr qu'il fasse bien ce qu'il dit, et non pas parfois des effets d'annonce qui ne sont suivis d'aucune action. On précise qu'à partir du 19, donc de mercredi, le couvre-feu est reculé à 21h. C'est pas la panacée non plus. C'est 21h les clients chez eux. Donc effectivement, il y a une tolérance pour vos salariés. Voilà, alors il y a une tolérance, je dis bien une tolérance, c'est pas un droit, c'est une tolérance pour les salariés pour qu'ils puissent fermer et nettoyer et rentrer chez eux, mais grosso modo la police passe, est vigilante. Si on dépasse les 45-50 minutes au-delà de 21h, on est pénalisé. Donc il faudra que l'on ferme à partir de 20h30. Je vais vous montrer un reportage, Christophe Souk, sur les wedding planners, les organisateurs de mariage qui, eux aussi, vont reprendre leur activité, mais sous condition, avec un protocole là aussi très strict. C'est Luca Licata-Caruso qui s'est rendu en Provence, du côté de l'Isle-sur-Sorgue. Piste de danse en extérieur, donc ça répond aux conditions sanitaires pour le Covid. Elodie est wedding planner en Provence depuis plus de 13 ans. Cette année, avec son équipe, elle a dû revoir intégralement l'organisation de ses mariages. Mais le protocole sanitaire proposé par le gouvernement est, selon elle, incompréhensible. On nous parle de 35% de jauge, puis après 50%, puis après 100%. On nous parle du port du masque, on nous parle de distanciation sociale, on nous parle de 6 personnes à table. Mais par contre, absence de test PCR ou de passe vaccin ou autre. On a travaillé sur un protocole sanitaire où justement on proposait un test PCR pour que justement ça rassure les invités, les futurs mariés. Non, là on ne nous le demande pas. Donc on s'interroge vraiment sur ces mesures et la justesse finalement de ces mesures qui nous sont imposées, quoi. Des mesures qui arrivent trop tardivement pour cette professionnelle qui va connaître, comme en 2020, une saison quasi blanche.
Notre saison 2021 est quasi inexistante, quoi. C'est dramatique. On n'organise pas un mariage en claquant des doigts. Ce n'est pas parce que le 19 mai, la célébration de mariage va pouvoir être possible que ma saison va se remplir. Ma saison est morte, clairement. On a des demandes aujourd'hui pour 2022. Comment vais-je tenir jusqu'en 2022 ? Je vous pose la question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Cette wedding planner organisera seulement 3 cérémonies cet été, contre 12 en temps normal. Un coup dur financier pour l'entreprise qui a dû alors se réinventer. On organise des masterclass, donc des formations. Du coup, on est vraiment en plein travail sur les futures sessions de formation. Donc, on prépare nos masterclass, on prépare les programmes, on prépare les futures sessions. Donc, ça va, on a du travail à ce niveau-là, mais pas de mariage, effectivement. Le 19 mai prochain, les cérémonies de mariage pourront reprendre dans les salles à hauteur de 35% de la capacité d'accueil. Une jauge qui va s'assouplir au fil des semaines. La reprise optimale est prévue pour le début du mois de juillet. Voilà, saison compliquée qui s'annonce. Christophe Souk de l'UMI dans les Alpes-Maritimes. Là, on est face à un problème. Les gens ont réservé leur mariage pour 2022, en fait, pour être tranquille. Bon, vous allez pouvoir ouvrir, mais vous me disiez pendant le reportage que c'est les stocks, vous, qui risquent de manquer dans un premier temps. Il y a déjà des produits stars dont on ne citera pas les marques, mais qui ne seront pas livrés chez tout le monde. Voilà, il y a déjà quelques sauces tomates et pimentées, quelques bières bien connues qui ont déjà tiré le signal d'alarme en disant qu'ils ne seront pas en capacité de livrer tout le monde parce qu'eux aussi doivent redémarrer. Eux aussi ont appris très tardivement le redémarrage et eux aussi ne savaient pas combien de professionnels allaient redémarrer. Alors effectivement, tout le monde a eu le réflexe de mettre un petit peu de système de réservation sur la table. Ça fait qu'on a des coups de téléphone de nos clients, donc on sait qu'on va avoir une vraie reprise. Une vraie reprise sans tourisme. Il ne faut pas l'oublier, juste avec des locaux et quelques Français qui seront en vacances. Donc, comme l'année dernière, on va avoir un mois de juin un petit peu terne et j'espère réellement un mois de juillet, un mois d'août qui seront très bons. Oui, c'est ce qu'on vous souhaite évidemment. Vous parliez de vos employés, enfin des employés du secteur. Votre exemple est saisissant. Vous en aviez 110 avant la crise. Et là, à 3 jours, 4 jours, 5 jours de rouvrir, vous n'avez que 57 salariés au compteur. Tout à fait. Dès le premier confinement, on avait perdu une grande partie de nos salariés. Lorsqu'on a rouvert l'été dernier, on a rouvert avec moins de personnel, puisqu'en fait, on avait aussi des problèmes de couvre-feu qui sont arrivés extrêmement tôt. Là, on cherche un petit peu nos salariés, mais beaucoup viennent de l'étranger, beaucoup sont partis travailler à l'étranger, beaucoup ont parfois changé de métier, parce que le métier de la restauration, c'est quand même très compliqué, on fait beaucoup d'heures, on n'est pas très bien payé et c'est très très dur physiquement. Donc effectivement, on est tous en train de courir après des salariés. Et là, honnêtement, on ne peut pas spécialement dire que l'État nous a aidés, puisque au cas où on aurait une rechute d'activité, je ne sais pas, fin juin, au moment des examens ou quelque chose comme ça, on ne pourrait pas remettre ces nouveaux employés au chômage partiel, sauf s'ils étaient saisonniers et qu'ils étaient issus du même bassin, c'est-à-dire de Nice, ou qu'ils avaient déjà travaillé chez nous. Et il faudrait en plus faire une attestation pour prouver à la directe que, etc. Bon, donc honnêtement, on ne peut pas spécialement dire que là, l'État nous a donné un coup de main. Heureusement, on a quelques professionnels qui ont bâti des plateformes pour faciliter le recrutement. Et pour terminer, vous me disiez, Christophe, avant le début de ce grand direct, que vous étiez très inquiet pour les mois de novembre et décembre. Pas parce que vous craigniez une nouvelle vague d'épidémie, mais parce que c'est là où le moment de vérité arrivera pour les entreprises qui sont placées sous protection du tribunal de commerce. Le juge de paix, il va arriver très vite. Là, même si je vous rappelle qu'on a une Coupe d'Europe de football du 11 juin au 11 juillet, mais avec un couvre-feu au milieu, ça ne va pas faciliter les choses sur les matchs du soir. En plus, il va falloir avoir des autorisations préfectorales pour avoir des télévisions sur des terrasses. À cause de la Covid, on n'est pas sûr de pouvoir obtenir ce genre de choses. Donc on va avoir quand même un été, comme l'été dernier, un petit peu modéré. Donc le juge de paix, il va arriver quand ? Il va arriver au mois de novembre, au mois de décembre, quand on n'aura plus d'activité, enfin plus la grosse activité, où on va diminuer de carrément 40% notre activité, où il va falloir tout payer. On a les PGE à payer, on a tous les prêts qu'on avait fait dès le départ, on va avoir toutes les aides, des fameuses aides solidarité distribuées par les CCI et les conseils régionaux qu'il va falloir payer. Et puis on va avoir tous nos fournisseurs, puisqu'on paye à 30 jours, voire 45 jours sur certaines boissons. Donc toutes ces factures-là vont arriver. On va voir toutes les charges sociales qui vont arriver et toutes les sociétés qui avaient réussi à se mettre sous la protection des tribunaux de commerce en France,
vont passer en jugement. Et là, effectivement, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Et je pense que la plus grosse casse va avoir lieu cet hiver. Et je pense qu'on va réellement voir la conséquence directe de la Covid sur la crise financière et la crise économique et la crise chez mes amis chefs d'entreprise cet hiver. Et je pense qu'on va y avoir du monde mort au champ de bataille. Merci beaucoup Christophe. On a terminé sur une note un peu négative, mais le positif, c'est qu'on va pouvoir réinvestir les terrasses. Alors pas tous en même temps, hein, forcément, mais à partir de mercredi matin, du coup, parce qu'on pourra venir prendre des petits déjeuners en terrasse. On vous souhaite la meilleure saison possible et merci d'être venu. Et du soleil. Pardon ? Et du soleil. Et du soleil, mais ça, je crois que c'est prévu. Merci beaucoup Christophe Souk. On va passer ensemble à la deuxième partie de ce grand direct. Et dans les titres de cette partie 2 du sport, pour commencer, l'Olympique de Marseille qui est en chasse d'une place européenne. L'OM qui va affronter Angers. Victoire impérative pour les hommes de Jorge Sampaoli s'ils veulent gratter une place en Europa League. Toulon, vous découvrirez aussi dans ce journal le nouveau marché du Mourillon. Après 4 mois de travaux, les commerçants et les clients ont pu découvrir les nouvelles étals et les aménagements de ce marché emblématique de la capitale varoise. Et puis, nous évoquerons le week-end de l'Ascension qui bat son plein. Le pont, vigilance tous azimuts, notamment en mer, en forêt. Nous serons avec Éric Brocardi en plateau, qui est porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, et Patrick Cuillère, qui est directeur du centre de formation et d'intervention SNSM des Bouches-du-Rhône, qui nous rejoindra en visio pour évoquer ce week-end, pas de tous les dangers, mais dans lequel il faut faire très attention. On débute donc avec du sport et l'Olympique de Marseille qui va disputer dimanche un match capital pour son avenir en Coupe d'Europe. Les hommes de Jorge Sampaoli qui affrontent Angers et qui doivent absolument gagner. Valentin Rodriguez. Un match qui ressemble à une finale pour les Olympiens. Face à Angers ce dimanche, l'OM 5e à égalité avec Lens et avec un point d'avance sur Rennes, doit impérativement gagner pour accrocher l'Europe en fin de saison. Avec un nul et une défaite lors des 2 derniers matchs, Marseille est encore en vie dans le championnat. Les joueurs n'ont qu'un seul objectif, l'Europa League. C'est une saison bizarre, difficile. Après, sans supporter dans les stades, surtout dans les vélodromes, je crois que c'est difficile pour l'équipe. Mais bon, on a l'opportunité de changer un peu la chose. Et ça passe pour gagner les 2 derniers matchs. On va penser dimanche parce que je crois que c'est le plus important. On a un objectif que maintenant on a, que c'est l'Europa League. Et après, on va penser les choses qu'on a fait mal parce qu'il a des choses pour changer pour l'an prochain. Et le coach et tout le staff, il va changer des choses parce qu'il a la personnalité aussi pour faire ça. Terminer la saison du mieux possible et repartir sur une feuille blanche. Dans l'effectif actuel, 6 joueurs sont en fin de contrat en juin et 6 sont en fin de prêt. Pour les 2 derniers matchs, Sampaoli veut la mobilisation de tous ces hommes. Il s'agit de faire prendre conscience aux joueurs de ce dont le club a besoin, car ce sont eux qui jouent sur le terrain. Leur faire savoir comment arriver à faire un grand match dimanche, tout faire pour gagner et rester 5e au classement. Nous devons responsabiliser les joueurs sur ce match de dimanche qui va être une finale pour le club. La question n'est pas de savoir quels sont les joueurs les plus engagés, les plus concernés, mais c'est surtout de savoir quels sont les plus compétents pour jouer. C'est en cela que consiste mon rôle. Un match qui sera le dernier pour Florian Thauvin sous le maillot marseillais. Le Français, futur joueur des Tigresses, est suspendu pour le déplacement à Metz la semaine prochaine. Et dans le même temps, l'OGC Nice va jouer même jour, même heure, puisqu'on est dans les fameux multiplex de fin de saison, donc dimanche soir 21h. L'OGC Nice qui de son côté accueille Strasbourg. Nice qui n'a plus grand-chose à jouer, 9e au classement. Strasbourg par contre lutte pour son maintien. Plus grand-chose à jouer, mais l'envie de gagner quand même. Écoutez l'entraîneur Adrian Urcea et le défenseur Dany Luc. C'est une équipe certainement d'autant plus dans leur situation qui va être difficile à manœuvrer. Pour nous, il s'agira d'un défi de pouvoir en profiter, d'avoir en face de nous une équipe qui est difficile à manœuvrer et puis voir comment nous, on va trouver des solutions. Je pense qu'on va retrouver en face de nous un bloc
médian, voire bas, donc avec peu d'espace, peu d'intervalle, peu de possibilités de manœuvrer. Mais ça serait vraiment un adversaire que je pense sincèrement qu'il sera beaucoup plus dur à jouer que contre Brest. La saison n'a pas été la meilleure pour le club, on avait des ambitions, on n'a pas réussi forcément à atteindre nos objectifs. Maintenant, on a envie de continuer sur ces 2 derniers matchs, de nous donner à 100% pour les gagner. Et c'est vrai que d'un point de vue personnel, pour moi, c'est plutôt positif. J'ai fait mes débuts professionnels, je suis content, mais maintenant, il faut continuer à travailler et à progresser. Je vais vous faire découvrir maintenant un défi sportif qui avait été mis à mal par la crise de la Covid-19, annulé. Rallier Nouméa en vélo pour sensibiliser à l'insertion des jeunes en situation de handicap par le sport. C'est un reportage réalisé dans les Bouches-du-Rhône par Manon Mujica. Il s'élance pour un grand périple, rallier la France métropolitaine à Nouméa dans l'océan Pacifique. Un voyage de 14 000 km pendant 2 ans à travers plusieurs continents, le tout en vélo. On a 2 options, soit passer par la Chine via le Kazakhstan, soit passer par l'Inde via l'Iran. C'est en pourparlers. Aujourd'hui, la première étape, c'est d'aller jusqu'en Turquie. Et après, on se fera une pause pour voir où on en est du Covid. À quelques semaines du départ, ce sportif originaire du Loir-et-Cher s'entraîne en conditions réelles. Il réalise actuellement un tour de chauffe en France avec une halte à Marseille. Un avant-goût de l'aventure qui les attend à lui et sa compagne, Émilie. Tous les 2 ont quitté leur emploi, vendu leur maison. Le reste, le peu qu'ils emmènent, doit tenir dans ses sacs. À l'avant, j'ai tout ce qui est gaz, cuisine, pour ce qui est le midi. Pour le soir, c'est tout ce qui est duvet, vêtements de rechange. Et dans le gros sac, c'est quand il pleut, la tente et un gros cadenas. En toile de fond de ce défi sportif, de magnifiques paysages, beaucoup d'abnégation et aussi une cause, soutenir l'inclusion des personnes atteintes de trisomie 21 dans le monde du sport. T'as bien senti? Ouais. Alors ça, tu peux boire ça en tisane. Sur son chemin, David rencontre des associations ou des anonymes pour des moments de partage. Ce jour-là, balade improvisée dans les Calanques, aux côtés de Jean-Christian et son fils de 18 ans, Baptiste, peu bavard mais féru d'escalade. Il monte à plus de 15 mètres sans problème. Ah oui. Il redescend, enfin il n'a pas peur. Parce que plus tu fais du sport, plus tu es en forme. Donc il faut que tout le monde fasse du sport, quel que soit... qu'on soit ordinaire ou extraordinaire comme Baptiste. Quoi. Bah oui. Le handicap physique, c'est rentré dans les mentalités. On voit des athlètes de très haut niveau au JO qui n'ont pas de jambes, pas de bras, etc. Le handicap mental, c'est un peu plus mystérieux, c'est un peu plus dérangeant, je pense, pour beaucoup de personnes parce que on est face à quelque chose qui est un peu l'inconnu, des réactions qu'on ne comprend pas forcément. Parfois, c'est la communication qui est compliquée. Donc, il y a quelque chose à faire en termes de médiatisation, je pense, là-dessus. David termine sa boucle de France avant de se mettre en selle pour la Nouvelle-Calédonie. Départ de Blois le 13 juin prochain. Et avant d'accueillir Éric Brocardi de la Fédération des sapeurs-pompiers, Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, et Patrick Cuillère, directeur du centre de formation et d'intervention de la SNSM dans les Bouches-du-Rhône, un dernier petit reportage du côté de Toulon, où le marché du Mourillon, qui est un marché emblématique de la capitale varoise, a fait peau neuve. 4 mois de travaux pour des commerçants et des clients qui ont découvert les nouvelles étals sur place. Le reportage est signé Thomas Bernabé. Le marché du Mourillon à Toulon a retrouvé de sa superbe. Plantation d'arbres, aménagement piéton et cyclable, réfection de la place. Après 4 mois de travaux, les habitués et les commerçants ont ainsi pu retrouver leur emplacement habituel pour leur plus grand bonheur. Je trouve ça génial, je suis très heureuse de retrouver notre petit marché. Et je trouve que le fait d'avoir assorti en couleurs et d'avoir tous un peu ces couleurs provençales, c'est plus chaud. C'était très dangereux. Pour les personnes âgées surtout, il y avait plein de trous, c'était pas agréable du tout. Là maintenant c'est très joli, c'est agréable, c'est boisé. Ouais, non, c'est très joli, c'est très bien fait. Ah mais c'est bien, c'est super joli, j'espère que ça va faire venir beaucoup de touristes. Et que ça serait aussi un des plus beaux marchés aussi de Toulon.
Si ce marché avait en effet bien besoin d'une requalification, ce n'est qu'une étape dans l'amélioration du cadre de vie du quartier, une étape essentielle pour le maire de la commune, Hubert Falco. C'est l'ensemble du quartier qui a été réhabilité. Bazeille, vous avez vu l'avenue Césari, le Carrefour. Donc rue par rue, place par place, on essaie certes de s'occuper des grands dossiers, mais on s'occupe aussi de la vie des gens. Et la vie des gens, c'est ce marché. Un marché à taille humaine qui fait le bonheur des Toulonnais depuis de nombreuses années. Prochaine étape de la requalification, la rue Schumann, dont les travaux devraient débuter en septembre prochain. Et voilà pour le JT Proximité proche de chez vous, cette deuxième partie du Grand Direct. Et notre deuxième invité est avec nous. En attendant, le rappel des titres. Éric Brocardi, bonjour. Merci d'être là. On va se jeter un œil à la une de l'actualité. La politique et Sophie Cluzel qui retire sa candidature en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Pas de liste La République En Marche. Renaud Muselier lance un défi à son parti. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire. Si LR veut lui retirer son investiture, Thierry Mariani, lui, dénonce une alliance contre nature entre les Républicains et les marcheurs. La manifestation pro-Palestine à Nice est interdite, décision de la préfecture. Le député Éric Ciotti et le maire de Nice le demandaient. Les militants ne comprennent pas cette décision. Ils parlent d'une atteinte à la liberté d'expression. Et puis les touristes au rendez-vous, ils sont là pour ce week-end de l'Ascension. Nous étions hier dans ce journal, beaucoup de monde et les hôtels sont pleins. Des touristes qui viennent d'un peu partout en France. Voilà pour les titres de ce soir. Et Éric Brocardi est avec nous, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Bonsoir. Bonsoir. Dans quelques minutes, nous serons rejoints par Patrick Cuillère, qui est le directeur du centre de formation et d'intervention de la SNSM dans les Bouches-du-Rhône. On va se focaliser aussi sur les interventions en mer. On a vu il y a quelques minutes que les touristes sont au rendez-vous. Il y a beaucoup de monde. Ils commencent à faire chaud. Les risques sont donc multiples pour les sapeurs-pompiers. Les traumatismes sur la plage, les accidents, les incendies. La saison a bien débuté aussi pour les hommes et les femmes des 3 SDIS de nos 3 départements. Exactement, c'est vrai qu'on connaît maintenant en fait, une période qui s'étend en fait, tout simplement du 1er janvier au 31 décembre. On l'a vu, alors je parle sur le plan national, on a vu qu'il y avait eu de nombreux départs de feu, et notamment dans les Bouches-du-Rhône au mois d'avril. Au total, c'était 5 départs de feu dans différentes régions de France. Et tout cela incite aujourd'hui à plus de prudence et de vigilance, parce qu'il va se passer 2 phénomènes. Ce qu'avait prédit notamment Météo France dans le cadre des prévisions pour cet été, avec une forte hausse des températures. Et deuxièmement aussi, c'est effectivement le choc du déconfinement, où en fait on va refaire confronter l'homme et la nature, l'homme et les dangers du quotidien et de différentes activités outdoor. Et donc à partir de là, c'est vrai que nous sommes plus que vigilants et nous demandons à la population de ne pas oublier les règles de prévention, les règles de sécurité. C'est parce que le mot liberté est retrouvé que forcément les règles à l'extérieur doivent être aussi oubliées au regard des dangers inhérents à tout cela. Et forcément, le plus dangereux, c'est ce petit sas de décompression qu'on peut avoir en retrouvant l'accès aux terrasses, en se laissant un peu aller et emporter. Exactement, donc il y a effectivement plusieurs paramètres à prendre en compte et ils sont de multiples natures. Il y a tout d'abord effectivement ce fameux soir du 19 mai que l'on attend avec impatience pour beaucoup et puis ce qui va en dérouler par la suite durant la période. Donc c'est vrai que il va falloir être vigilant effectivement sur la route et en cela aussi bien les forces de sécurité, gendarmerie, police nationale comme les sapeurs-pompiers seront évidemment sur le qui-vive, mais nous demandons à la population d'être extrêmement vigilant. C'est vrai aussi qu'au travers de ce qui s'est passé pendant une période de confinement où on peut parler des enfants et des noyades, il ne faut quand même pas oublier que les structures sportives ont été fermées, notamment les piscines. Et donc à partir de là... On se souvient des maîtres nageurs qui avaient tiré la sonnette d'alarme, le syndicat national, en disant attention, on risque d'avoir des noyades parce que les enfants n'ont pas pu apprendre à nager. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, une noyade sur 4 à l'issue est un décès malheureusement. Il faut pas oublier aussi que c'est la première cause de mortalité en ce qui concerne les jeunes gens de moins de 25 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut clairement dire qu'il faut être redoublé de vigilance parce qu'on a oublié certains paramètres, on a oublié certaines techniques aussi pour se mettre en sécurité et être vigilant avec tout cela.
Oui, et c'est la responsabilité de chacun, forcément, et une responsabilité aussi collective. Petite parenthèse, dans quel état sont les sapeurs-pompiers? Parce que depuis un an, ils n'ont pas chômé. Il y a peut-être eu, à certains moments, moins d'interventions sur les accidents de la route parce que les gens étaient confinés, mais en première ligne sur la vaccination, par exemple, et sur les cas de Covid. Exactement, donc c'est toujours qu'on est en première ligne sur l'ensemble de la crise sanitaire. C'est vrai qu'avec nos collègues de tout le milieu hospitalier et de la médecine de ville, c'est vrai qu'on est en flux tendu en permanence, il faut quand même le dire. C'est vrai que dans les phases de détection, aussi dans les phases d'intervention, aujourd'hui on est dans la phase de vaccination aussi. Donc à partir de là, les sapeurs-pompiers, au regard du centre de Coudou par exemple dans les Bouches-du-Rhône, a été, on va dire, sur un rythme infernal, on va le dire, pour tenter. Oui, parce qu'il y a des vaccinations nocturnes en ce moment au centre de Coudou. A priori, reportage lundi soir si l'opération est maintenue, parce que c'est un peu au coup par coup. Enfin, mardi soir, parce que Yentel Criado ira lundi soir. Mais les pompiers vaccinent de 18h à 23h. Ils n'arrêtent pas, on n'arrête pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est avec les sapeurs-pompiers, avec, on va dire, l'ensemble des associations aussi agréées de sécurité civile, aussi avec l'ensemble des forces médicales de la ville et du milieu hospitalier, qu'on tente aujourd'hui de pouvoir essayer de continuer à tenir l'objectif qui va être de vacciner le plus possible la population avant les vacances, et c'est ça le plus essentiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de comparaisons qui sont faites avec les États-Unis. Je pense qu'on est dans une rigueur sanitaire qui nous permet aujourd'hui d'envisager un été, on va dire, correct, d'être vigilant. Le fait de pouvoir aussi, par palier, vacciner, ça permet de régulariser aussi les doses et puis d'absorber ce choc, parce que c'est vrai qu'au départ, sur les premières campagnes de vaccination dans les vaccinodromes, on était armé pour 500 on va dire, vaccinations au jour. Aujourd'hui, on est à plus de 2000, voire 2500 pour certains vaccinodromes en France armés par les sapeurs-pompiers. C'était une montée en charge qui a été, on va dire, intéressante à pouvoir exploiter, puisque les sapeurs-pompiers, c'est de l'intervention, mais c'est surtout de la planification pour faire face à tout type d'événements. Alors, on va partir au large de la Ciotat dans une seconde. On va accueillir Patrick Cuillère de la SNSM également. Juste une dernière question sur le rôle des pompiers durant la crise. À Marseille, le bataillon des marins-pompiers a été plus qu'en première ligne, a été pionnier dans la détection de la Covid sur les eaux usées. Les sapeurs-pompiers ont été partout dans notre région en première ligne également dans le dépistage. Ça veut dire qu'on a un service d'intervention au top mondial. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai qu'on a une force et un maillage territorial au niveau sapeurs-pompiers en France, comme notamment encore aussi performant, on va dire, de manière beaucoup plus concentrée sur les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes, qui permet aujourd'hui, grâce à ce maillage territorial, de pouvoir à un moment donné compter sur les femmes et les hommes du quotidien, de ceux qui donnent de leur temps pour pouvoir porter secours et protéger la population, qui permettent aujourd'hui d'avoir effectivement ce que vous venez de dire à l'instant, c'est-à-dire une force de frappe assez importante. C'est la force des secours, c'est la force aujourd'hui de protection aussi, qui permet aujourd'hui de pouvoir pallier, on va dire, à cette problématique qui est de n'oublier personne sur l'ensemble des territoires. On va s'intéresser à la mer, plus spécifiquement avec Patrick Cuillère dans un instant. Le temps pour nous de regarder ce reportage au large de la Ciotat en direction de l'île Verte, où forcément, qui dit déconfinement, dit reprise des navettes. Et il y avait beaucoup de monde ce week-end de l'Ascension pour rallier ce petit coin de paradis, comme le dit Yentel Criado. Bonjour, 2 adultes, 2 enfants. Les tickets se distribuent et la navette se remplit. Ils embarquent pour l'île Verte depuis le port de la Ciotat. Des Lyonnais, des Parisiens et quelques Marseillais venus découvrir ce petit joyau en pleine nature. On nous en a parlé quand on est arrivé à l'hôtel et voilà, avec les enfants, on va pique-niquer et voilà, peut-être se baigner. Alors je ne sais pas si c'est le paradis, mais ça y ressemble bien et on est bien content de venir ici effectivement sur le week-end et on va bien en profiter. Belle météo, belle sortie, beau pique-nique à venir, voilà, heureux. Comme tous les musées sont fermés, comme tous les autres trucs à faire sont fermés, donc du coup on profite de ce qui est ouvert. Habitant à Marseille, je ne connais pas l'île Verte, c'est quand même extraordinaire. Une escapade d'inconnu, dans l'inconnu. Il y a de belles îles en Méditerranée. Locaux et touristes profitent de ce long week-end de l'Ascension pour découvrir l'île Verte, un bon départ de saison estivale pour le capitaine de la navette. L'année dernière, on était arrêté à cette période en fait, le parc des Calanques était fermé. On avait repris seulement au mois de juin, donc c'est vrai que là, les jours fériés, les week-ends un peu à rallonge, on voit l'affluence des gens qui demandent qu'à ressortir. Pour les amateurs de photos, c'est le moment. Le rocher du bec de l'Aigle,
Il y a des petites criques, des petites calanques à découvrir. Les gens, ils trouvent leur coin. Là, 15 minutes de bateau et c'est le dépaysement. Hein, voilà, ouais, il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Dépaysement total entre randonnée pour certains et plage pour d'autres. Des vacanciers sous le charme. On ne connaissait pas du tout. C'est la première fois qu'on vient ici. Et c'est très agréable. Il y a beaucoup de verdure, il n'y a pas de bruit de voiture, tout ça. On est vraiment dépaysé. Et ça fait du bien de faire des balades comme ça. C'est magnifique, c'est paradisiaque. Il ne manque plus désormais que la réouverture totale du restaurant de Lille qui propose pour l'heure toujours de l'emporter. Dernier jour d'attente donc avant de retrouver entièrement cette aire de liberté sur ce paradis vert. Voilà, beaucoup de monde, Eric, beaucoup de monde, ça multiplie les menaces. Nous sommes avec Patrick Cuillère, donc, qui est directeur du Centre de formation et d'intervention de la SNSM dans les Bouches-du-Rhône. Ce sont les anges gardiens de la mer. Bonjour et bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Quand vous voyez le monde qui est là, durant ce week-end de l'Ascension, ces navettes en mer, etc., vous redoutez un regain d'activité, vous aussi, avec vos sauveteurs? Oui, tout à fait. Nos sauveteurs embarqués sont sur le pont pour intervenir dans les 15 minutes suite à un appel du CROSS éventuel. On a déjà beaucoup de plaisanciers qui partent aussi avec leur bateau. Et puis effectivement, les gens commencent à sortir et à profiter des beaux jours. Et c'est normal qu'on soit là. De toute manière, en règle générale, ça se passe toujours bien. On a aussi, c'est toujours le même type de panne de moteur, voire de barre pour les navigants. On arrive à les secourir assez rapidement. Alors, avant d'évoquer les conseils qu'on pourrait donner aux plaisanciers, est-ce que vous craignez qu'à partir du 19, puisque tout se rouvre un peu, les restaurants, les lieux culturels, on recule aussi un petit peu l'heure du couvre-feu, vous craignez qu'il y ait un regain d'activité et que du coup, vous ne soyez pas débordé, mais que en tout cas, vous soyez très sollicité? Oui, c'est certain, on est obligé de le prendre en compte. On est là aussi pour rappeler les conseils de prudence à tous les usagers de la mer. Mais c'est certain que plus la population ira en mer et plus les risques seront importants. Alors restez avec nous, Patrick Cuillère de la SNSM dans les Bouches-du-Rhône. Une question à Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. C'est vrai que notre région, elle a de particulier que de proposer la mer, la terre et la montagne. Donc c'est trois types de menaces avec des grandes villes en plus au milieu. Donc pour les pompiers, il faut être multitâche. Il faut être non seulement multitâche, il faut, on va dire, être extrêmement mobilisé tout au long de l'année, parce que je vous rappelle quand même que ce soit au niveau national que pour la plupart des départements, l'ossature, on va dire, des services d'incendie et de secours repose pour majoritairement du volontariat, à savoir 80%. Donc ça veut dire que le niveau de disponibilité de celles et ceux qui composent cette force de secours doit être au maximum, de manière à un moment donné à pouvoir être, ce que j'expliquais tout à l'heure, dans, on va dire, la phase de planification pour mieux intervenir derrière et de se projeter dans le cadre du calendrier estival, dans le cadre des événements qui aujourd'hui en fait sont, comme je le disais, tout au long de l'année. Et essentiellement aussi aujourd'hui, c'est que aujourd'hui le feu de forêt, on en parle, on voit les risques du quotidien et on pense que c'est systématiquement un focus uniquement sur la zone sud-Méditerranée. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas, puisqu'on a vu qu'au mois d'avril, des feux avaient été déclenchés dans l'Indre, d'autres ont été en Côte d'Or. Le plus gros feu en 2017, c'était notamment dans le massif du Jura. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le barycentre en fait, du feu de forêt a bougé. Il bouge vers le nord de la France. La réactivation de la base de la sécurité civile, où on a réactivé à multiples reprises le positionnement du Dash, donc du gros moyen, du porteur d'eau de la sécurité civile, dans cette zone-là, pour nous, signifie beaucoup de choses. Signifie qu'on va être en flux tendu en ce qui concerne justement le prépositionnement et surtout le renfort de toutes les colonnes que l'on voyait du nord de la France, qui descendaient vers le sud. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'on craint,
très sincèrement que clairement on puisse plus les bouger comme on le faisait auparavant, non plus on va dire mouvoir l'ensemble du dispositif vers le sud. Une bonne nouvelle. Parce que ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Parce que ce qui fait votre force, c'est la réactivité et le positionnement pour protéger les habitations et la tactique. Et en cela, voilà, exactement. Et cette tactique-là, qui est prédéfinie aussi par l'Écosse, les centres opérationnels zonaux, donc veulent dire aujourd'hui qu'effectivement, il faut prendre en compte que le risque aujourd'hui, c'est plus forcément que le Sud-Méditerranée, c'est toute la France. Patrick Cuillère de la SNSM. Éric parlait des volontaires chez les pompiers. Vous, ce sont essentiellement des bénévoles qui interviennent en mer. En ce qui concerne alors nous, il y a deux branches à la SNSM. En fait, il y a les sauveteurs embarqués dont je vous ai parlé, qui sont tout à l'heure, qui sont opérationnels 24 heures sur 24, 365 jours par an, et dans les 15 minutes suite à l'appel déclenché. Alors eux sont vraiment des bénévoles. Et après, nous avons nos nageurs sauveteurs qui, eux, sont formés pendant l'hiver. Ils participent financièrement à leur formation et ensuite, ils sont affectés sur une commune qui a signé une convention avec la SNSM. Et là, pendant la période estivale, sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour certains, ils sont effectivement rémunérés par la commune. Mais on peut dire qu'à la SNSM, il y a entre 8 000 et 10 000 bénévoles et il y a environ 80 salariés. Et vous parliez de ces sauveteurs, on les avait suivis dans cette émission lors de leur formation. Donc ce sont des sauveteurs qui interviennent en mer à la nage, si vous me passez l'expression, qui physiquement plongent. Oui, c'est ça. Alors pour les nageurs sauveteurs, alors ils sont équipés de moyens. C'est plus du tout la surveillance de plage qu'on a connue dans les années 70 ou 80. Elle a énormément évolué. Déjà, il y a des tenues ad hoc qui sont conséquentes, qui protègent les nageurs sauveteurs. Ensuite, on a des moyens, c'est-à-dire on a des paddles, on a ce qu'on appelle des IRB, des Inflatable Rescue Boats. C'est des petits Zodiacs qui sont capables de franchir les vagues dans les meilleures conditions possibles. On a également des rescue tubes et puis on a également l'appui de professionnels de la sécurité civile sur les côtes dites dangereuses, en océan notamment, quand il y a des baïnes, pour pouvoir intervenir sur les victimes en difficulté qui ne peuvent pas rentrer au bord de l'eau. Merci beaucoup Patrick Cuillère. Je rappelle que vous dirigez le centre de formation et d'intervention de la SNSM dans les Bouches-du-Rhône. Bonne saison à vous, bon courage surtout, parce que vous serez sûrement mobilisés. Il y a des antennes de la SNSM un peu partout dans notre région. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation en direct. On a vu ces images en même temps, Éric, ces images de sapeurs-pompiers, parce que vous aussi, notamment à Nice, je crois que Marseille c'est le cas aussi, Toulon, les hommes du SDIS surveillent les plages. Exactement, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a tout le littoral qui est aujourd'hui surveillé à décision du maire sur certaines zones de chaque mairie, donc portée sur le littoral. Donc à partir de là, décision au niveau du conseil municipal de dire qui va effectivement armer ces postes de secours. Ça peut être comme nos collègues de la SNSM, comme ça peut être aussi les sapeurs-pompiers. L'idée, c'est d'être au plus près de la population pour pouvoir porter les secours. Qu'importe la couleur, le tout c'est d'être présent, puisque les noyades aujourd'hui c'est un facteur très aggravant aujourd'hui dans le cas des décès au niveau des plus jeunes. Donc à partir de là, c'est vrai qu'il est essentiel de pouvoir couvrir avec des jeunes qui soient aussi formés à tout risque de noyade et qui peuvent permettre à un moment donné de porter déjà le premier maillon et de constituer le premier maillon de la chaîne de secours en attendant l'arrivée des secours et des sapeurs-pompiers qui sont là dans les 5 minutes. Je vais enfoncer une porte ouverte, mais les noyades c'est pas qu'en mer, il y a une vraie problématique dans les piscines privées également. Et là, on est en plein week-end de l'Ascension, il fait beau pour le moment. On s'approche du retour à la liberté. Il y a les piscines privées, il y a aussi les activités nautiques, le kitesurf et d'autres en font partie. On ne peut pas s'aventurer dans des milieux aussi hostiles si on n'a pas un minimum d'aisance dans l'eau. C'est le cas et l'objectif et les orientations de Madame la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, de promouvoir encore plus l'aisance aquatique au sein des établissements scolaires et sur les bandes littorales afin de permettre de sensibiliser une meilleure apprentissage de la natation. Dernière question, Éric, ce sera un conseil. Évidemment,
on fait attention à la consommation d'alcool aussi. Je vous vois sourire parce qu'on le répète souvent, mais les dégâts sont toujours terribles. Et là, comme on va retrouver les restaurants et les bars, on en parle avec Christophe Souk, bon, c'est aussi notre mission d'appeler à la sobriété et à la modération. Je pense qu'effectivement, il faut appeler à la sobriété. Je pense qu'il faut effectivement appeler à la modération de la consommation d'alcool. Nos collègues gendarmes et de la police nationale vont effectivement être sur le qui-vive et sur le pont à partir de là. On sera derrière eux et avec eux pour justement essayer à un moment donné de pouvoir malheureusement éviter toute catastrophe ou tout problème ou tout drame humain. Merci beaucoup Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, nationale mais originaire de notre région. Je le dis tout le temps parce que c'est aussi pour ça qu'on vous accueille avec plaisir, parce que vous connaissez bien cette région dans laquelle vous avez évolué longtemps et preuve en est, vous êtes là pour ce long week-end de l'Ascension. Avant de nous quitter, juste un mot pour les téléspectateurs d'Azur TV, donc sur la Côte d'Azur. C'est soir de basket, 20h pour le coup d'envoi du match entre les Sharks et Saint-Chamond. C'est un match très très important pour les Sharks pour le maintien. Il reste sur 6 défaites consécutives. Il faut donc gagner ce soir. Le Before est à suivre dès 19h40. 19h40 prise d'antenne, 20h coup d'envoi. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end. Vous avez rendez-vous tout le week-end justement avec l'actu de la semaine, un condensé de ce qui a fait l'actualité dans cette semaine depuis lundi. Et nous, on se retrouve lundi prochain sur les antennes d'Azur TV. Bonne soirée et bon week-end.